Bonjour tout le monde, bonsoir à tous. Alors, bienvenue à notre session des jeudis. Et donc, pendant quelques mois, puisqu'il y a différentes formes, il y a des interviews, il y a des méditations, il y a des mini-conférences, etc. Et donc là, on traite un sujet sur la quête de notre force intérieure. Donc, aujourd'hui, c'est la troisième session. Donc, en fait, c'est la quête de notre force intérieure, c'est développer nos pouvoirs intérieurs. C'est une capacité, des outils qui nous permettent de mieux gérer notre vie, de mieux la construire, d'y voir plus clair, d'être plus habile, plus éclairé, de voir plus juste, et d'avoir aussi du courage et de la force intérieure. Donc, en fait, c'est tout un art de vivre et que nous, à travers la méditation Raja Yoga, eh bien, nous pouvons développer euh, toutes ces facultés qui sont en nous, toutes de nombreuses facultés qui font partie de la dimension de la conscience, hein. Bien sûr, nous avons la personne physique, publique, le personnage que nous sommes, qui a de nombreux rôles, qui a une apparence, qui a différentes responsabilités dans sa vie, etc. Des amis, une famille. Et puis, au cœur de nous-mêmes, il y a cette dimension qui est beaucoup plus subtile parce qu'elle est invisible, c'est le monde de la conscience. Et en fait, eh bien, tout part de cette dimension de la conscience, c'est-à-dire tout part de l'invisible qui ensuite va se manifester dans le visible, c'est-à-dire dans nos relations avec les autres, avec la vie en général, dans notre façon de répondre, de percevoir, d'apporter des réponses, de trouver des solutions. Et donc, en fait, cette dimension de notre monde intérieur est très riche. Et il est important de bien la comprendre. Et ensuite, eh bien, on peut cultiver euh, cette richesse intérieure. Parce que finalement, en tant qu'être conscient, doué de qualité, de spécialité, de profondeur, de capacité de réflexion et de discernement, eh bien, en fait, je suis le créateur de ma réalité, le créateur de ma vie. Il y a bien sûr ce qui m'entoure, les autres, les circonstances, tout ça, ça crée un cadre et des compagnons de voyage. Mais au cœur de ce cadre et parmi ces compagnons de voyage, eh bien, il y a qui je suis, moi, l'être conscient, qui pose un regard sur ce qui l'entoure et qui fait des choix, qui crée des relations, qui a un positionnement, qui a des émotions, etc. Donc, on s'aperçoit que c'est très, très riche. Et en fait, en parlant de relations, on est évidemment toujours en relation avec ce qui nous entoure, les personnes et les situations. Mais en fait, la première relation, c'est la relation avec soi-même, parce que c'est celle qui va déterminer finalement eh bien comment je vais gérer et quel type de créateur je vais être. Comme je disais tout à l'heure, créateur, ça veut dire que à chaque instant, nous interprétons la réalité finalement, la réalité qui m'entoure, ce que je perçois, ce qui me vient comme information, eh bien, ne va pas être la même chose pour tout le monde. Donc, en fait, il est aussi assez important de comprendre, aujourd'hui, on va parler du pouvoir du discernement, hein, c'est-à-dire cette capacité d'avoir un bon jugement, d'y voir clair
pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Ça, c'est un pouvoir très important, c'est une très grande capacité. Mais je pensais que ça serait bien de faire une petite révision, d'aller un petit peu en amont, enfin en amont ou en arrière, je ne sais pas. En tout cas, de, de voir comment fonctionne cette dimension de la conscience. Hein. On sait bien que nous savons que nous sommes des êtres conscients, mais donc l'être humain, hein, il y a la partie corporelle, physique, visible, et puis il y a la dimension de la conscience, hein, donc l'être humain. Et donc, cette dimension de la conscience, eh bien, comment se manifeste-t-elle? Comment fonctionne-t-elle? Et en fait, cette dimension de la conscience, c'est extrêmement subtile et raffinée parce qu'elle se compose de trois facultés. De même que notre corps possède différents organes, différents systèmes. Il y a le cœur, le foie, les poumons. Il y a différents systèmes aussi, la respiration, la digestion, le système nerveux. Et la combinaison de tous ces organes et de tous ces systèmes, eh bien, crée ce qu'on appelle un niveau de santé, de bon fonctionnement, d'énergie. Donc en fait, notre corps humain fonctionne bien si tous les organes et tous les systèmes, toutes les fonctions, eh bien, travaillent en harmonie et dans un certain bien-être. Et finalement, nous avons une partie de responsabilité, une grande partie de responsabilité pour procurer à notre corps un maximum de bien-être, d'absence de stress, de respect, de patience, de compréhension, d'empathie avec nous-mêmes. Nous sommes finalement responsables de cette extraordinaire machine qui est notre corps. Et de la même façon, eh bien, il y a la dimension de la conscience, c'est-à-dire, moi, l'être conscient, eh bien, je suis l'énergie qui donne vie à ce corps, qui s'exprime à travers cette forme physique. On parle de l'être conscient, on peut aussi parler de l'âme. Et donc, la dimension de la conscience, elle possède également des organes. Alors, ce n'est pas des organes physiques, puisque la dimension de la conscience, c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Là, autant le corps est visible, autant la dimension de la conscience, c'est quelque chose d'invisible. C'est pour ça qu'on dit subtil. C'est-à-dire que c'est bien réel, mais on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. De même qu'on ne peut pas voir une pensée, on ne peut pas voir un sentiment, par contre, on peut les percevoir, les ressentir. Donc, cette dimension de la conscience, on peut aussi dire l'âme, l'être conscient que je suis, eh bien, il s'exprime à travers trois facultés. Alors, la première faculté, c'est le mental ou l'esprit. Et donc, cette faculté, c'est elle qui crée toutes les pensées, les projets, toute la créativité, toutes les idées, les projets, tout ça. Hein, ça, c'est dans le mental. Et puis ensuite, il y a une autre faculté qui s'appelle l'intellect. Alors l'intellect, donc le mental est très créatif et on dit qu'il peut produire 30 à 50 000 pensées par jour. Et on ne va pas mettre en pratique toutes ces pensées. En tout cas, l'intellect, il a beaucoup d'imagination et de créativité. Pardon, le mental. Hein. Et ensuite, il y a l'intellect. L'intellect, c'est plus comme un filtre. Donc l'intellect, c'est la capacité d'observer les pensées et de décider quelles pensées sont intéressantes et quelles sont celles qu'on va mettre en pratique, quelles sont les pensées, les projets que l'on va mettre en pratique. Donc, c'est l'intellect qui a justement cette capacité de discernement, c'est-à-dire de faire des choix, d'y voir clair, de trier. Hein, parce que le mental, il est un petit peu foufou, un petit peu désordonné, et il peut penser des tas de choses, des choses possibles, des choses impossibles, des choses raisonnables, des choses irraisonnables, déraisonnables. Et c'est à l'intellect de faire des choix,
de décider. Donc, c'est un peu le filtre, hein, qui a du discernement, de la compréhension, une capacité de réflexion, d'analyse. Donc voilà, ce tandem, donc le mental qui crée, et ensuite il y a l'intellect qui filtre et qui fait des choix. Et puis ensuite, il y a encore une troisième faculté. Et cette troisième faculté, on pourrait dire que l'être conscient que je suis, c'est comme un disque, hein. Et sur un disque, il y a des sillons. Donc en fait, nous avons en nous, dans l'âme, comme un disque, et elle possède des sillons. C'est-à-dire que toutes les expériences auxquelles j'ai été exposée depuis que je suis venue au monde, c'est-à-dire l'affection des parents, la culture, l'éducation, le lieu où j'ai vécu, où j'ai grandi, les études, les amis, toutes les expériences de la vie, tout ce que j'ai pris à bord, tout ce que j'ai appris, vécu, ressenti, etc. Tout ça s'est enregistré sur mon disque et ça crée comme des sillons. Donc on a tous un disque personnel avec notre musique personnelle, on pourrait dire. Et donc là-dedans, dans ce disque, il y a euh, des schémas de pensée, des schémas de quelle façon nous ressentons les choses, comment nous interprétons les situations. C'est-à-dire, il y a ma personnalité. Dans ces sillons, il y a la personnalité qui s'est forgée tout au long de mon existence et qui a créé mon caractère. Il peut y avoir un caractère plus ou moins sûr de lui ou qui a un peu d'insécurité, qui a pas mal d'estime de lui-même ou alors qui au contraire doute de lui, etc. Voyez, il peut y avoir de la créativité, un côté artiste ou alors un côté plutôt assez rigoureux. Dans ce disque dur où il y a tous mes sillons, hein, tous ces sillons enregistrés, toute ma personnalité, il y a aussi mes mémoires, c'est-à-dire tout ce que j'ai enregistré. Et ces mémoires il y a une partie qui est consciente et une partie qui est inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir des choses que j'ai enregistrées, je ne m'en souviens plus, mais elles continuent quand même d'avoir une influence ou un impact sur la personne que je suis, sur ma façon de ressentir les choses, sur ma façon de me sentir quand je suis avec les autres. Voyez? Des croyances sur moi-même aussi. Comment, quelle est l'opinion que j'ai de moi-même? Et ça peut être une croyance parce que je peux avoir une croyance que je ne suis pas très douée, ou au contraire la croyance que je suis très douée. Et il y a d'autres personnes qui peuvent me dire, mais tu devrais pas hésiter, mais bien sûr que tu vas réussir, tu as toutes les chances de ton côté, tu es tout à fait capable de faire ça. Et moi, quelquefois, si j'ai cette croyance que je suis pas très capable de faire ça, eh bien, ça va me mettre en retrait et je vais avoir des craintes, je vais douter de moi-même, douter de ma capacité. Donc, cette banque de données, ce disque, hein, où il y a toutes mes mémoires, ma personnalité, mes expériences, euh, voilà. Donc, on a ces trois facultés, hein, le mental qui crée, l'intellect qui filtre, et ensuite, eh bien, il y a tout ce qui vient de l'intérieur, qui crée la personne que je suis, et eh bien, ce sont toutes ces mémoires, cette personnalité qui c'est moi, l'être conscient, qui porte un regard sur la vie, qui interprète la réalité. Hein, c'est un peu fort de dire ça, mais est-ce que vous êtes d'accord que finalement, la réalité, comment nous la percevons, n'est pas la même pour tous? On peut voir une même scène et différentes personnes présentes dans cette scène ne vont pas forcément la percevoir de la même façon. Donc en fait, on est constamment en train
de percevoir, d'interpréter la réalité. Et on peut la voir comme bienveillante, euh, dangereuse, plaisante, déplaisante, neutre. Voyez. Et tout ça, c'est par rapport à des mémoires, à qui je suis. Donc tout ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est comment fonctionne la dimension de la conscience. Et que c'est comme une dynamique. Et donc, eh ben, vous savez que dans cette maison, nous pratiquons la méditation. Et donc la méditation, c'est justement pour connecter avec cet espace de conscience où vraiment il y a ce qu'il y a de plus précieux en moi, de plus et de plus vrai. Et la méditation, elle peut me permettre de d'éclaircir mon mental, d'apaiser mon mental. Parce que quelquefois, le mental, il est un petit peu excité ou stressé ou influencé par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, ou le mental, il peut être débordé, etc. Et donc, quelquefois, dans ce mental, dans l'esprit, il y a des pensées qui se bousculent, etc., ou même quelquefois des pensées pas très positives, des pensées même négatives, des doutes qui reviennent en boucle, etc. Donc, la méditation, elle me permet d'apporter davantage de calme, mettre un peu d'ordre dans les pensées, etc., pour qu'il y ait plus de sérénité et plus d'espace pour exister. Parce que finalement, euh, on a une maison dans laquelle on habite. On peut vivre dans une maison ou un appartement, plus ou moins grand, plus ou moins petit. Et ça, c'est le lieu où j'habite physiquement. Et en fait, le premier lieu où on habite, c'est, c'est dans cette dimension de la conscience. C'est là que finalement euh, existe, siège euh, mon bonheur, ma paix intérieure, ma sérénité, ma relation avec moi-même, ma relation avec la vie, avec les autres, etc. Donc cet espace de la conscience, l'âme, mérite toute mon attention, de la même façon que mon corps mérite du respect, de l'attention, parce que ça va créer une bonne santé, ça va créer euh, de l'harmonie dans mon corps, parce que tout ce qui est vivant a besoin d'être respecté pour pouvoir fonctionner en harmonie. Et donc, la dimension de la conscience, elle a aussi besoin qu'on en prenne soin. Et la méditation est une façon de prendre soin de mon monde intérieur. Et donc, comment est-ce qu'on prend soin de notre mental, par exemple? Eh bien, en lui offrant des pensées apaisantes, des pensées qui me rappellent, eh bien, qu'il y a en moi une dimension de paix, de sérénité naturelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il existe en nous une dimension de paix, une dimension silencieuse, une dimension sereine, profonde, lumineuse. Il y a aussi de la sagesse, de la force. Donc, quelquefois, si on est trop pris par le monde extérieur et que le mental, il est trop activé ou agité, on perd la connexion avec soi-même. Et c'est dommage parce qu'à ce moment-là, on devient très influencé par tout ce qui se produit autour de nous. Et il est bien de posséder un espace en nous qui n'est pas sous influence. Oui. Parce qu'on est déjà bombardé par le monde, par les autres, par les informations, etc. Donc, à quel point est-ce que je suis libre de vivre ma vie et de réfléchir correctement? Et donc, c'est pour ça que prendre soin de son monde intérieur, c'est pour finalement veiller à créer, hein, dans mon mental, même dans l'âme, un espace de clarté, de sérénité et de paix. Parce que la paix fait partie de mon essence. Cette paix à laquelle nous aspirons
tous, à laquelle le monde entier aspire, cette paix, elle fait partie de notre nature innée. Donc c'est bien régulièrement, tous les jours, de faire une pause et connecter, visiter cette pièce, hein, cet espace qui est mon monde intérieur. C'est un espace personnel, intime, dont seul moi possède la clé. Et c'est important de visiter régulièrement cet espace parce que c'est là que je vais pouvoir me ressourcer, connecter avec ce qu'il y a de plus noble en moi. Et c'est là aussi que je vais pouvoir mettre de l'ordre et de la clarté dans mes pensées. Et donc, si mon mental devient plus apaisé, plus tranquille, etc., mon intellect va y gagner en clarté, en discernement, en intuition, en inspiration. Parce que vraiment, euh, ces deux, euh, ces deux facultés, le mental qui crée constamment des pensées, qui, qui a des inspirations, qui fait des projets, etc., ça fonctionne avec ce filtre, hein, qui me permet de percevoir avec clarté, avec justesse, d'avoir un bon jugement finalement. Parce que le bon jugement, c'est quand même la boussole qui me permet de faire des choix et de diriger ma vie. Donc, ces deux facultés en moi, c'est important d'en prendre soin et de les nourrir de paix, de clarté, de lumière. Et comme ça, on augmente, plus on se connecte avec cette paix intérieure, plus cette paix intérieure va pouvoir se manifester et s'installer en nous. Ça veut dire que quand on regagne cet espace qui est en nous, eh bien, ce sera un espace là où on peut vraiment euh, se poser, c'est-à-dire où on se retrouve. C'est comme un port dans lequel on se retrouve. Parce que finalement, c'est depuis ce monde intérieur que nous créons notre vie. Notre vie, on ne la crée pas à tort et à travers, en étant sous influence, en étant débordé, en étant stressé. On a besoin régulièrement de regagner notre maison intérieure pour, euh, euh, pour faire le point, hein, pour vraiment réfléchir à ce qui est important pour nous, ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. C'est aussi pour avoir cette capacité d'appréciation. Hein. Dans quoi est-ce que je m'engage? Où est-ce que je vais focaliser mon énergie, hein, mes intentions? Et où est-ce que je vais par rapport à ce que je comprends ou ce que j'apprécie? Eh bien, peut-être que je vais temporiser certaines décisions, certaines réflexions, etc. Par contre, je vais donner la priorité à d'autres choses. Vous voyez? Donc, on est constamment en train de conduire notre vie, de la gérer. Hein. On a laissé comme si on avait les rênes de notre vie entre nos mains et on apprend à bien conduire, à diriger cette embarcation si précieuse qu'est notre vie. Et donc, bah, comme un bon navigateur, c'est important qu'il y ait de la visibilité, que le temps soit le plus clément possible et puis que le bateau soit en bon état, qu'il y ait des voiles en bon état, qu'ils ne soient pas déchirés, etc. Donc, c'est au navigateur de prendre soin de son embarcation. Et voilà. Et donc, donc tout ça, c'est pour en arriver au pouvoir du discernement, justement. Parce que la méditation, elle nous permet donc d'avoir un mental plus apaisé, plus calme, moins stressé, moins sous les influences, etc. Et donc, il y aura peut-être moins un débordement de pensées, de projets, d'idées, etc. Donc, il y aura comme une création de pensée qui sera plus, comment dire, plus juste et plus sage. Et puis l'intellect, eh bien, il aura aussi un espace de réflexion pour avoir du discernement.
Parce que si mon intellect est trop bombardé de milliers de pensées positives, négatives, inutiles, et que ça part dans tous les sens, qu'il y a trop de dispersion dans mon mental, pour l'intellect, ça va être difficile de pouvoir bien gérer tout ce débordement, vous voyez? Donc, plus mon mental est paisible et calme et centré. Centré, c'est le contraire de quoi? De dispersé. Notre mental peut être complètement dispersé quand on est pris par tout ce qui se passe à l'extérieur, par les réseaux sociaux, par les influences, etc. Donc, tout en vivant dans ce monde, eh bien, je peux apprendre à vivre comme une personne, comme un yogi, comme on dit, hein, celui qui pratique la méditation, qui a une capacité d'être centré, de se recentrer et de ne pas prendre à bord toutes les influences qui m'entourent. Donc, cette personne, ce yogi qui apprend à prendre soin de son monde intérieur, bah, il aura un mental plus calme, plus serein, plus apaisé. Donc, il y aura des pensées, mais qui seront, bah, qui valent la peine, qui sont intéressantes. Et ensuite, il y aura l'intellect, qui aura suffisamment de clarté, de profondeur pour avoir un bon discernement. Et en fait, voilà, le discernement, qu'est-ce qui, finalement, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un bon discernement? Le discernement, c'est la clarté, l'intuition, voir clair, etc. Mais il y a des tas d'interférences. Et donc, quand on est face à une situation, face à une personne ou même face à nous-mêmes, euh, qu'est-ce qui serait l'ennemi d'un bon discernement? Est-ce que vous pensez que on voit totalement clairement la réalité, les circonstances? Est-ce qu'on sait faire toujours les bons choix? Ou alors parfois, mon discernement est sous influence, c'est-à-dire mon discernement manque de clarté. En gros, je manque de discernement. Et ça, c'est embêtant parce que le discernement m'amène ensuite à la prise de décision. Donc, ces deux facultés, le discernement et la prise de décision, ça, c'est assez important parce que c'est comme ça que j'oriente ma vie, que je donne une certaine orientation à ma vie. Donc, avant de faire des choix et de prendre des décisions, il faut que j'y vois clair. Parce que si je fais pas les bons choix ou si je prends pas les bonnes décisions, parce que je n'ai pas vu suffisamment, avec suffisamment de clarté, eh bien, la circonstance ou la personne, etc., euh, les mauvais choix peuvent m'entraîner vers dans des directions qui sont pas appropriées pour moi, vous voyez? Et quelquefois, ça prend du temps après pour revenir, pour reprendre un bon démarrage, pour revenir à un point de départ, etc. Donc, vraiment, c'est précieux d'avoir de cette capacité de cultiver le discernement. Et le discernement, il se trouve particulièrement dans la faculté de l'intellect, hein. C'est-à-dire mon filtre, il est propre, hein. Il n'est pas embouteillé ou bouché. Quand un filtre est bouché, on a des inondations, l'eau coule plus dans l'évier, etc. Très désagréable, n'est-ce pas? Donc, mon intellect se filtre. C'est important que je veille à ce qu'il soit toujours bien dégagé, bien clair, hein. Et quelquefois, on ne se rend pas compte que l'ennemi ou les obstacles à mon discernement, ça peut être parfois des attentes, hein. Des attentes. J'aimerais que les choses se passent de cette façon. J'aimerais que telle personne réagisse de telle façon ou me donne telle réponse ou ait telle attitude vis-à-vis de moi. C'est des attentes, mais c'est pas forcément euh, ce qui va arriver, hein. Et donc, mes attentes, elles façonnent mon discernement parce que moi, j'attends quelque chose qui n'est peut-être
que la personne n'est peut-être pas en mesure de me donner. Voyez? Ensuite, les peurs, les émotions agitent euh, mon niveau émotionnel et troublent la clarté. Hein, c'est comme la surface de l'eau, quand le lac est limpide, on voit clair, il y a de la profondeur, on voit jusqu'au fond du lac, etc. On voit les herbes, on voit les poissons, etc. Mais si c'est une mare au lieu d'être un lac de montagne, si c'est une mare boueuse et trouble, ben, on n'y voit rien. Donc là, c'est très difficile de se diriger. Et donc, mon intellect, c'est de de la même façon, je dois veiller, j'apprends à veiller à ce qu'il soit le moins troublé possible. Et donc, quelquefois, les peurs, mes émotions, hein, quelquefois des schémas habituels ou de l'insécurité, ça va comme troubler la surface ou la clarté de mon intellect. Et ça va peut-être m'empêcher de voir la situation telle qu'elle est, parce que je suis troublée par mes peurs, par mon appréhension, par certaines croyances. Par exemple, s'il y a un manque d'estime de moi, je vais me croire euh, pas capable de faire quelque chose. Ou alors je vais imaginer qu'on ne m'apprécie pas. Voyez? Je vais douter de moi. Et tout ça, ces doutes, ces peurs, ces émotions ou ces croyances sur moi ou sur quelqu'un d'autre, ou alors des attentes, eh bien tout ça, ça empêche quelquefois d'avoir une bonne perception de ce qui se passe vraiment. Et si la perception n'est pas très bonne, eh bien la décision, elle risque de ne pas être très bonne non plus. Vous voyez, le choix que je vais faire, l'orientation que je vais prendre ne va peut-être pas être la bonne. Parce que si par exemple, hein, je donne quelquefois cet exemple. Si je vois, si je suis une personne qui manque un peu de, de sûreté d'elle, une personne qui manque de confiance en elle, et je vais voir deux personnes au fond de la pièce, au fond de la salle, qui parlent à voix basse en me regardant. Donc moi, je suis assise là, je vois au fond de la pièce dans laquelle je me trouve, je vois deux personnes qui parlent, mais qui chuchotent en me regardant. Si je suis une personne qui n'est pas très sûre d'elle, qui est un peu insécure, comme on dit, je ne sais pas comment on dit, euh, qu'est-ce que je vais croire? Qu'est-ce que je vais interpréter? Je vais peut-être interpréter ou imaginer qu'elles sont en train de parler de moi et de me critiquer. C'est une scène neutre. Il y a deux personnes au fond de la pièce qui parlent à voix basse en me regardant. Vous voyez, c'est une situation. Mais moi, comment je vais l'interpréter si j'ai pas confiance en moi, si j'ai pas une bonne estime de moi, si je suis un peu peureuse, craintive, etc., je peux peut-être imaginer qu'elles sont en train de me critiquer. Et c'est peut-être absolument pas la réalité. Mais par contre, c'est ma lecture, vous voyez, c'est ma perception. Parce que en moi, il y a quelque chose qui me dit, que, ben, forcément, elles sont en train de parler de moi et sûrement en train de me critiquer. Vous voyez, et donc ça va transformer, enfin, ça va transformer, ça va donner une couleur à une scène. Hein. Peut-être que ces deux personnes, elles sont en train de parler du dernier film qu'elles ont vu. Peut-être qu'il y en a une qui est en train de parler de son fils qui a eu la rougeole, etc. Vous voyez. Mais moi, j'en fais une histoire personnelle et en plus à mon désavantage. Donc, vous voyez que c'est là, c'est ce qui vient, ce qui est enregistré en nous, nos sillons, nos mémoires, tout ce qui est enregistré, nos mémoires, nos croyances sur nous-mêmes, nos perceptions, nos peurs, hein, tout ça c'est enregistré dans ce disque dur. Et donc, ça me fait quelquefois avoir une lecture qui n'est pas juste de la réalité. Mais comme ma lecture n'est pas juste et que ma perception n'est pas juste non plus, puisque ces deux personnes, elles ne sont pas en train de parler de moi, elles sont en train de parler d'autre chose, mais moi, je vais pas faire le bon choix. C'est-à-dire qu'en partant ce soir, eh bien, je vais peut-être pas leur dire au revoir. Parce que j'imagine que finalement, elles sont en train de parler de moi, elles sont peut-être un peu contre moi.
Donc, je ne vais pas leur dire au revoir parce que tout d'un coup, je me sens pas bien. Donc, je ne vais pas leur dire au revoir. Et puis, le lendemain matin, peut-être que je ne vais pas leur dire bonjour non plus. Mettons que ce soit deux personnes au travail. Vous voyez? Parce que tout d'un coup, là, j'ai créé mon scénario. Et le scénario que j'ai créé n'est pas forcément la réalité. Donc, souvent, on crée des scénarios dans lesquels, après, ben, on vit. On est installé dans un scénario créé sur une perception ou certaines croyances sur nous-mêmes ou sur les autres, sur la réalité, etc. Il y a des gens, ça, c'est pas forcément euh, par rapport à ce que les gens parleraient de moi ou diraient sur moi, mais ça peut être, par exemple, une perception. Il y a des gens qui, tout ce qu'ils voient leur fait penser, alimente une pensée que le monde est dangereux, qu'il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses. Elles vivent en insécurité perpétuelle. Alors, il y a d'autres personnes qui sont, par rapport à la même réalité, qui sont plus détendues, bon, qui voient, oui, effectivement, il faut être prudent, mais enfin, on peut encore faire plein de choses sans que ce soit dangereux, sans se mettre en danger, vous voyez, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont très peur. Il y en a d'autres, ils croient toujours qu'ils vont tomber malades, que quelque chose euh, va leur faire mal, ou ils vont se blesser, ou ils vont pas digérer, ou ça va leur donner des boutons, etc. Donc tout ça, c'est vraiment, finalement, on s'aperçoit que notre personnalité, tout ce qui est enregistré en nous, la personne que nous sommes, voilà, elle va interpréter, percevoir la réalité d'une certaine façon. Donc, euh, bien sûr, c'est normal, on a tous notre histoire, on a tous traversé des scènes, etc., qui qui ont forgé notre personnalité, qui ont créé des croyances ou en tout cas des perceptions ou une compréhension de la vie, qui ont créé certains mécanismes en nous. Et donc, la méditation, elle nous permet quand même d'apporter de la clarté, hein. Dans le mental, on a dit que les pensées, elles seraient plus apaisées, plus calmes, que notre intellect aurait davantage de discernement, de clarté, de capacité de jugement. Il y aura plus de transparence, la surface sera moins troublée. Et la méditation, elle nous permet donc également de mieux comprendre, de mieux détecter euh, des choses en nous qui quelquefois viennent interférer ou colorer la réalité. C'est-à-dire qu'elles nous permettent d'avoir aussi une meilleure compréhension de nous-mêmes, pas seulement une compréhension des autres et de la réalité, mais aussi une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et donc, la méditation, elle me permet aussi, parce que finalement, c'est orienter l'énergie de ma pensée, de ma paix intérieure, de ma sagesse intérieure. Nous possédons en nous également de la lumière, hein. La conscience, on dit que la conscience, elle est faite de lumière. Et en fait, notre véritable identité, donc l'être conscient, on appelle aussi l'âme, hein, on l'imagine, on la visualise comme une petite étoile, comme une petite étincelle lumineuse. Donc il y a une étincelle faite de lumière, mais c'est de la lumière spirituelle, c'est pas la lumière d'un éclairage du monde physique, c'est la lumière spirituelle, la lumière de ma conscience. Donc l'âme, l'être conscient, est faite de lumière. Et donc la méditation, elle me permet d'éveiller cette lumière parce que euh, on s'aperçoit qu'on voit beaucoup plus clair de jour que de nuit. On a une perception beaucoup plus claire de la réalité. De même, la nuit, si on appuie sur le bouton sur un interrupteur, aussi on voit les choses telles qu'elles sont. Si on fonctionne, si on marche dans le noir, on va se cogner, on va tomber, on va se faire mal parce qu'on n'a pas tout vu. Donc la lumière, c'est très important eh bien, pour percevoir la réalité, donc la clarté. Et donc, ça, c'est la lumière du jour ou la lumière d'un éclairage dans notre maison, hein. Mais il y a aussi la lumière intérieure parce que
Je suis fait de lumière. C'est quand même extraordinaire. Et donc, cette lumière, la méditation, elle me permet de l'éveiller, de la rendre plus belle, plus présente dans ma vie. C'est-à-dire que non seulement il y a de la paix en moi, mais il y a aussi de la lumière. Et donc, la méditation, elle me permet d'éveiller cette lumière intérieure. Et cette lumière intérieure me permettra d'y voir plus clair en moi, d'éclairer, d'éclairer, d'avoir une compréhension de mon histoire, de mon parcours, de ce qui a pu me blesser, de ce qui a pu laisser un impact en moi ou créer de la tristesse ou de l'insatisfaction ou une colère réprimée ou non réprimée, voyez? Donc, quand on oriente la lumière de notre conscience pour visiter, pour mieux comprendre notre monde intérieur, eh bien, on va comprendre des choses sur nous. Et cette lumière, elle est, elle est bienveillante, c'est-à-dire que c'est une attitude bienveillante, respectueuse vis-à-vis de moi-même. Et parce qu'on est toujours, on est beaucoup dans l'extérieur, dans le monde extérieur, l'extraversion. On perçoit la réalité avec nos sens, on écoute, on sent, on touche, on voit, etc. Et on reçoit beaucoup, beaucoup d'informations. Mais il y a aussi le monde intérieur. Il y a le monde et puis il y a le monde intérieur. Et le monde intérieur, eh bien, c'est chez moi. Et donc, pour pas être un SDF, hein, parce qu'un SDF, c'est une situation difficile, hein, où on se sent vraiment, on est vulnérable, on est exposé ben, justement au monde. Donc, c'est important de visiter ce monde intérieur de façon à ce que, oui, je suis dans le monde, j'existe dans le monde, je circule dans le monde, mais je prends soin aussi de mon monde intérieur. Et prendre soin de son monde intérieur, c'est apporter de la lumière, de la paix, et c'est créer de la stabilité, c'est créer comme un centre de gravité. C'est depuis cet espace que je perçois la vie et euh, que je gère ma vie, que je traverse ma vie. C'est-à-dire, c'est depuis cet espace en conscience de l'âme, cet espace lumineux, empli de paix, de bienveillance, que je deviens un voyageur plus sage et mieux préparé pour visiter, pour réaliser ce voyage qu'est la vie. La vie, c'est un voyage, n'est-ce pas? Donc, on est des voyageurs. Et, eh bien, le voyageur, c'est important qu'il soit bien préparé, parce que comme ça, le voyage sera plaisant. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses dans l'extérieur, ou même dans le monde des relations avec les autres, hein, qui font un peu miroir par rapport à qui je suis. Et quelquefois, les personnes ou les circonstances sont un miroir par rapport à mon insécurité ou à mes peurs, ou à mes doutes, ou à un petit peu une touche de négativité. Et donc, ça vient renforcer tout ça. Alors que si je cultive cette lumière, cette paix intérieure, cette bienveillance, ce respect, ça va me permettre d'avoir un regard déjà sur moi plus compréhensif et puis ça va me permettre aussi surtout de grandir, peut-être de guérir certaines croyances, de guérir certaines blessures, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec de la lumière. On peut éclairer une pièce, on peut écouter de la musique avec un rayon laser, on peut aussi faire une opération, des opérations, hein, les chirurgiens maintenant ils opèrent aussi avec de la lumière. La lumière, ça permet aux plantes, hein, de créer de l'oxygène, hein, la photosynthèse. Donc en fait, on fait beaucoup de choses avec la lumière. La lumière, elle est au service de la vie. Et donc, ça, c'est la lumière du soleil, c'est la lumière d'un rayon laser. Il y a toutes sortes de lumières, hein. Mais il y a aussi cette lumière de l'âme,
je suis un être de lumière. Donc cette lumière, eh bien, plus je l'utilise, plus je l'apprivoise pour mieux me connaître, pour baigner mon monde intérieur de lumière, c'est-à-dire de clarté, de sagesse, de force intérieure, plus j'y verrai clair. Et plus ce voyage de la vie sera agréable. Alors, je voulais vous montrer, la semaine dernière, je vous avais montré une image sur les pouvoirs, vous vous souvenez? Et là, j'ai une image que je vais vous montrer sur les pouvoirs. D'accord? Non, c'est pas ça. Vous êtes toujours là? Voilà. Alors, attendez voir. Excusez-moi. Donc, il faut que je fasse un partage d'écran. Voilà. Donc, vous voyez la quête des 8 pouvoirs intérieurs, c'est-à-dire cette quête de notre force intérieure. Donc, il y a 8 pouvoirs en particulier. Un pouvoir, c'est vraiment euh, une force, hein. C'est un outil qui me permet, eh bien, d'ouvrir des portes, hein. C'est les pouvoirs intérieurs, c'est notre force intérieure déclinée en différentes habiletés, aptitudes, hein. Donc, la semaine dernière, on avait vu l'intériorisation, hein. Et aujourd'hui, on parle du discernement. Donc, je vais vous montrer le discernement. Voilà, vous voyez, la semaine dernière, on a parlé de l'intériorisation, hein. L'intériorisation, c'est aller vers l'intérieur, c'est connecter avec mon monde intérieur. Alors là, l'image, elle est jolie. On voit ce chevalier avec son cheval, hein, donc qui est notre voyageur, qui est comme un héros, hein, parce qu'il est noble et sage. Et donc l'intériorisation, vous voyez, il peut regarder, il vient se regarder dans le courant d'une onde pure, hein, c'est-à-dire qu'il y a une grande clarté, une grande visibilité, hein, et c'est le symbole de la clarté de mon monde intérieur. Donc cette image, moi, je la trouve très jolie. Et donc, aujourd'hui, on a vu le pouvoir du discernement. Vous voyez, donc le discernement, c'est prendre un peu de recul. Ah oui, je n'ai pas parlé du recul, ou prendre un peu de hauteur. C'est-à-dire se détacher un peu de de mes patrons, de mes schémas habituels de pensée, de mes habitudes, de mes zones de confort, etc. Et prendre un peu de recul, hein, ça fait du bien. Prendre un peu de recul ou prendre un peu de hauteur. Parce que quand on prend du recul ou de la hauteur, on a accès à un paysage beaucoup plus complet que quand on regarde les choses de plein pied. Donc là, vous voyez que le discernement, eh bien, et le cheval aussi à sa longue vue. Donc, ils ont beaucoup de clarté, hein, et une vision plus vaste, plus large. Donc, c'est important, ce discernement, ça me permet de voir le paysage de façon plus complète que quand je le perçois uniquement par rapport à mes peurs, à mes inquiétudes, à mes doutes ou à mes attentes. Voyez? Quelquefois, le circuit de notre monde intérieur, il est un petit peu étriqué, un petit peu, vous voyez, il n'est pas très large, il n'est pas très vaste, quoi. On vit dans un petit circuit, hein, qui est peut-être confortable, mais qui à la longue peut être un peu étriqué, où il n'y a plus beaucoup de surprises et on est toujours dans les mêmes codes, voyez. Donc on vit dans un dans un monde qui est un peu étriqué, un petit peu juste. Et donc le discernement, hein, cette clarté, cette lumière que je fais entrer dans mon monde intérieur, cette clarté que je cultive, cette paix intérieure, etc., va me permettre de créer un paysage plus large pour ma vie, pour exister, pour faire des choix. Et ça, c'est quand même quelque chose. Euh, si la vie est un voyage, où est-ce que je vais?
Parce que la vie, il n'y a pas de limitation. Quelquefois, c'est les limitations, bien sûr. Nous savons que c'est nous qui les mettons par rapport à nos peurs, par rapport à nos zones de confort, à nos doutes, quelquefois à notre flemme, hein, ou quelquefois parce qu'on est fatigué, parce qu'on est là. Il peut aussi y avoir de la lassitude. Et donc, on s'ennuie un petit peu parce qu'on trouve que dans notre vie, il n'y a pas beaucoup de richesses, de nouveautés, de nouvelles options. Donc, en fait, la nouveauté, elle vient pas toujours des autres ou des nouvelles circonstances. Quelquefois, elle vient de l'intérieur, bien sûr. Et cette nouveauté, elle vient déjà d'une meilleure compréhension de qui je suis, de toutes les ressources qui sont à ma disposition. Et toutes ces qualités qui sont en nous, eh bien, les qualités de l'âme, il y a donc évidemment la lumière, ça c'est ma nature, hein, c'est mon essence, mais il y a de la paix, de l'amour, de la transparence, de la clarté, il y a aussi de la joie, il y a de la sagesse, de la profondeur. Donc toutes ces qualités, eh bien, plus je vais les cultiver en passant du temps dans cette dimension, parce que mon monde intérieur, eh bien, c'est comme un sanctuaire. Donc c'est un endroit sacré. Et c'est depuis cet espace que je vais alimenter, que je vais nourrir, et où je vais pouvoir reconnaître toute cette richesse qui est en moi. C'est quand même extraordinaire. Toute cette richesse, elle sert à quoi? Eh bien, elle sert à embellir ma vie, à enrichir ma vie. Donc, la première source de richesse, elle est en moi. Il y a des gens, ils jouent au loto parce qu'ils espèrent gagner. Bon, c'est bien. Mais il y a un trésor qui est encore plus grand que le loto dans mon monde intérieur. La richesse, la beauté intérieure. Donc, quand on développe euh, toutes ces richesses, eh bien notre vie, elle devient beaucoup plus belle et elle prend beaucoup plus de sens. Et on s'aperçoit que la paix, l'amour, la joie, eh ben, qui sont si importantes dans la vie, elles ne dépendent pas que des autres et que de l'extérieur. Moi-même, j'ai ma propre fabrique intérieure de paix, d'amour, de joie, de profondeur. Donc, c'est-à-dire que ma vie devient une aventure extraordinaire. Et plus on va cultiver cette richesse intérieure, plus notre vie, finalement, elle va se simplifier parce qu'on aura moins besoin de l'extérieur. On sera moins dans la consommation, moins dans les attentes des autres. Parce que je suis à même de cultiver cette plénitude intérieure. Et donc, aujourd'hui, le pouvoir du discernement, donc non seulement on développe ces qualités qui sont en nous, mais en plus, on va développer ces outils. Donc, le premier outil, c'était l'intériorisation, c'est-à-dire passer de l'extérieur, connecter l'énergie de ma pensée vers mon monde intérieur. Donc, ça nous permet d'acquérir une certaine, euh, une capacité d'intériorisation, c'est-à-dire je suis moins distrait par l'extérieur. Je vis dans le monde, mais je ne suis pas distrait ni complètement occupé par tout ce qui se passe à l'extérieur. J'ai mon propre espace. Et donc, quand je jouis de ce propre espace d'intériorisation, je suis vraiment avec moi-même dans ce sanctuaire, eh bien, je développe cette clarté, cette capacité de discernement. Et donc, je peux observer ma vie, observer une situation qui est importante pour moi en ce moment, une relation qui est importante en ce moment, et je vais avoir cette capacité de discerner quelle est la meilleure réponse que je peux apporter. Je vais voir plus juste le regard que je vais porter sur cette personne ou cette situation. Elle sera beaucoup plus claire, beaucoup plus juste, beaucoup plus éclairée. Et donc, quand on voit clair,
eh bien, on sait où on va, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit décider. Quelquefois, ce pouvoir de discernement, euh, ça va pas être immédiat. Ça veut dire que je ne vais pas nécessairement avoir instantanément ou en 3 jours la vision claire. Quelquefois, ça prend du temps. Parce que ça prend aussi du temps quelquefois pour diminuer son niveau d'attente ou d'exigence ou de guérir certaines peurs, certaines blessures, une certaine appréhension. Donc, euh, plus je suis en relation avec moi-même, plus je vais comme retrouver un espace qui sera moins émotionnel, mais qui sera plus spirituel. Voyez? Et donc, il y aura plus de sagesse et plus de maturité. Et donc, le discernement, c'est comme cette clarté qui apparaît dans ma vie, cette visibilité. Et vous voyez, là, le chevalier, ben, il sait clairement, il voit clair. Parce qu'après le discernement, vous savez ce qu'il y a comme pouvoir? Le pouvoir de décision. Donc, voilà pour aujourd'hui. Alors, je sais pas si j'ai beaucoup parlé, sans doute. Donc, vous l'aimez, ce cavalier avec son beau cheval? Hein, ils sont très élégants tous les deux. Et donc, ils sont en train de focaliser leur longue vue hein, sur quelle est la vision que j'apporte à ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment est-ce que je conduis ma vie, comment est-ce que je la dirige. Bonjour Lydie. Alors, est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Est-ce que ça va? Je crois que vous pouvez parler, si vous voulez, hein, si vous le souhaitez. Ça veut dire que je crois que vous pouvez ouvrir votre micro si vous souhaitez vous exprimer, mais c'est pas obligé. Voilà, je vois qu'il est déjà 8 heures. Et si c'est OK pour vous, on peut terminer avec une méditation. Ça vous va? Ah, Marie-Hélène, merci pour ton commentaire. Alors, une petite méditation, enfin une normale. Hello François, il y a du monde, il y a quelques amis. Alors, très bien. Merci Lydie. Donc, on est avec Tahiti aussi, et la France. Je préfère le thème du jardin intérieur. D'accord. Ben oui, on a un beau jardin en nous. Et donc, on est des jardiniers, on apprend à prendre soin de notre monde intérieur. Guillaume, vous voulez vous exprimer? Oui. Les pensées sont comme les graines, effectivement. Et donc, les pensées que nous nourrissons, eh bien, elles créent notre réalité. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, 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 allez-y, Guillaume. Oui. Est-ce que la méditation est bénéfique pour les problèmes de santé mentale? Alors, les problèmes de santé mentale, disons que la méditation, elle peut nous aider pour être plus paisible ou pour avoir davantage de clarté, comme on vient d'expliquer, ou pour avoir plus de stabilité. Mais s'il y a vraiment un diagnostic de santé mentale, alors là, à ce moment-là, c'est pas forcément recommandé parce que ça peut exacerber une certaine sensibilité qui n'est pas forcément bénéfique, voyez, pour cette maladie mentale. Donc,
il vaut mieux demander conseil d'abord à un spécialiste, à un médecin. Excusez-moi, je Ça peux vous vous va poser une comme autre question? réponse? Oui. Oui, ça m'a plu. Et euh, la méditation permet de sortir de son corps, non? Non, 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 pas spécialement, non. Elle nous D'accord. permet de prendre du recul, c'est-à-dire que le corps, bon, je m'installe confortablement pour méditer, et là, je me détache de mon corps, c'est-à-dire que je n'ai pas à faire de gestes, de mouvements, d'actions, hein. Donc, mon corps, il va être détendu, et là, je vais devenir conscient, eh bien, de cette dimension, hein, de la dimension de la conscience. Je vais connecter avec ma paix intérieure. Ah, c'est très, comment dire, c'est très, très beau ce que vous dites, mais personnellement, je ne pense pas que j'arriverai à ce point-là. Voilà. Trouver la paix intérieure? Oui, je la trouverai pas, je pense. Voilà. C'est- Je... Bon, bah écoutez, je vous souhaite bonne chance parce que peut-être qu'en ce moment, les circonstances, ne sont pas très paisibles, mais peut-être que vous pouvez trouver de l'aide autour de vous. Mhm. Ouais, je suis allé au centre Raja Yoga à Orfila. Oui, Oui, mais là, en ce moment, je ne peux pas parce que je d'accord. suis loin de Paris. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Mais je ne, je vais laisser la parole à d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Merci Merci Guillaume beaucoup. et bonne chance, bonne continuation. Et puis si un jour vous passez par Orfila, eh Mhm. bien, on pourra discuter. Bah oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, si vous voulez, je ne sais pas si d'autres souhaitent s'exprimer. En tout cas, merci Guillaume pour ce partage. Et puis sinon, je vois que l'heure tourne. Alors, y voir clair nécessite beaucoup de qualité. Ben, y voir clair nécessite c'est comme notre monde intérieur, comme je vous disais, c'est comme une pièce. Donc, une maison, quand il y a une pièce qui est trop encombrée, euh, c'est un peu le bazar, quoi. On ne sait plus où mettre les pieds. Donc, notre monde intérieur, il faut veiller aussi à ce qu'il ne soit pas trop encombré. Et qu'est-ce qui encombre notre monde intérieur? Eh bien, c'est beaucoup de pensées négatives, beaucoup de ressasser, voyez? Trop Mhm. d'imagination, imaginer des circonstances, des situations, euh, Mais ressasser, être dans la négativité, ce dans la n'est pas critique, etc., ou dans l'idée. la culpabilité. Excusez-moi, Oui, mais parfois on est dans la négativité et la culpabilité parce qu'on souffre et on ne peut pas s'en sortir. eh oui, c'est ça. C'est Bien le sûr, principe. bien sûr que toutes ces pensées négatives ou ce sentiment désagréable, quelquefois de culpabilité ou de manque d'estime de nous-mêmes, Mhm. ça correspond peut-être à des blessures ou des expériences dans le passé qui ont qui ont créé Voilà. un impact en moi ou une croyance. Donc, bah, il y a tout c'est comme retrouver un espace plus serein en nous. Mais c'est vrai que ça prend du temps, hein, c'est du travail. Alors, la méditation peut être un outil et si vraiment on a une maladie mentale, comme vous posiez la question, à ce moment-là, il faut quand même peut-être aller voir un spécialiste pour déjà stabiliser le terrain, hein. Justement, on parlait donc il y a Shanti qui parle de ce jardin. Notre monde intérieur, c'est comme un jardin. Donc, quelquefois, le jardin, il faut le nettoyer, le désherber. Il y a peut-être des mémoires ou des croyances ou des expériences du passé euh, qui ont un peu envahi ma paix intérieure. Donc là, c'est bien d'aller voir quelqu'un de spécialisé. Alors, on va faire une courte méditation parce que l'heure passe. OK? Alors, après toutes ces pensées, toutes ces réflexions, je regagne en moi un espace
plus silencieux. Avec ma pensée, je peux visiter cet espace en moi, cet espace lumineux et paisible, qui est comme un sanctuaire. C'est dans cet espace lumineux et paisible que j'existe, moi l'être conscient. Donc pendant quelques instants, plutôt que d'être dans la perception du monde extérieur, des circonstances, des sons qui me parviennent de l'extérieur, j'oriente en douceur mes pensées vers mon monde intérieur. Et là, je peux poser ma pensée. C'est comme regagner un espace où je me retrouve au-delà des influences extérieures. Et dans cet espace, je réalise qu'il existe en moi une dimension de paix infinie. Que je peux visiter, que je peux expérimenter. Un espace de lumière et de paix. Je retrouve ce qu'il y a de plus noble en moi, de plus vrai. Je peux ressentir des vagues de paix qui apaisent mon esprit et mon cœur. Et cette clarté qui m'aide à voir plus clair dans ma vie et à mieux me diriger. Je réalise que ma véritable nature est faite de paix. Je suis un être de paix. Peut-être qu'à l'heure actuelle, cette paix n'est pas assez présente dans ma vie. Mais elle finira par fleurir, par s'épanouir, car c'est ma vraie nature. Je visualise cette petite étincelle lumineuse, cette petite étoile au centre du front. C'est la lumière de l'âme. Et je fais l'expérience de la douceur de savoir qui je suis, un être de paix.
Merci beaucoup pour votre attention. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve, je crois, début juillet et nous parlerons du pouvoir de décision.